Vous écoutez La Perche est à la plage, le podcast estival de La Perche est dans le cadre, une série dans laquelle on vous parle de nos films d'été préférés. Et aujourd'hui, on parle du film de Manon. Manon, quel est le film que tu as choisi ? J'ai choisi Adventureland de Greg Mottola. My estimate for the Europe trip was a little off. I suggest you get a job. A summer job. Happy graduation, kiddo. I wrote for the Gordian Knot. It was a literary journal. No, I've never Donc, actually... pour parler de Adventureland de Greg Mottola, je suis entouré de Rita. Bonjour Rita. Bonjour. Bonjour Manon. Bonjour. Et bonjour Félix. Bonjour. Adventureland, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ? Alors, c'est un film de 2009 avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart. Exactement comme Zombieland, Comme- qui est un exactement. film de 2009 avec Jesse Eisenberg. Et Ryan Reynolds. Et Ryan Reynolds, en Ryan effet, Reynolds, dans un ouais. rôle hyper touchant. Ouais. De quoi ça parle et pourquoi est-ce que tu as pensé à ce film quand on t'a dit parlons de nos films de l'été préférés ? Alors, ça parle de Jesse Eisenberg c'est l'été avant son départ pour l'université. Il est censé intégrer Columbia à New York et il est censé aller faire un road trip en Europe avec ses copains. Et puis ses parents lui annoncent qu'en fait, ils n'ont plus d'argent et qu'il va falloir qu'il travaille. Et il trouve un job à Adventureland, qui est un espèce de parc d'attractions tout moisi. Un peu de seconde zone, voilà, tenu par un couple improbable formé par Bill Hader et Kristen Wiig, qui sont complètement à côté de la plaque. Et en fait, il va vivre finalement l'été un peu de toute... c'est un peu un coming of age, quoi. Il va vivre un peu l'été de toutes les sensations. Évidemment, c'est une comédie romantique parce que très rapidement, il tombe amoureux de Kristen Stewart. Et bref, voilà, c'est tout un été avec cette bande qui travaille tous dans ce parc miteux. Et j'ai choisi ce film parce qu'en fait, à la base, je voulais choisir À l'abordage de Guillaume Braque, parce que j'ai l'impression qu'on en parle très souvent, mais que finalement, il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. C'est un tout petit film que peu de gens ont vu, en Ouais. effet, parce que c'est un film français indépendant fait avec 3 francs 6 sous. Qui ne devait pas sortir en salle d'ailleurs, qui était un téléfilm Arte à la base. Mais même dans la team de La Perche, j'ai l'impression qu'à part Alban et moi, je sais pas, moi, je l'ai pas on en rattrapé parle tout le encore. temps, mais pas comme on l'a vu. Et puis après, j'ai repensé à un acteur de À l'abordage m'avait raconté que Guillaume Braque leur avait demandé de regarder Adventureland justement pour préparer le tournage de À Et je trouve que l'abordage. c'est très Et c'est très à propos. cohérent. Ouais, c'est très à propos parce qu'il avait dit notamment la raison pour laquelle il a voulu leur faire voir ce film, c'est un film d'été, etc., de jeunes, de bandes, mais parce qu'il trouvait qu'il y avait un soin apporté à tous les personnages secondaires qu'il voulait essayer de refaire dans À l'abordage. Et toi, du tu coup, l'avais déjà vu ce film avant ? Et moi, j'avais déjà vu Adventureland avant de... Non, est-ce qu'avant Est-ce que de... tu l'as vu avant de... Oui, avant qu'il me raconte cette anecdote, je l'avais vu. Et parce que toi, si on en révèle un peu plus sur ta DA, les comédies, On est devenus des rappeurs. les teen comédies américaines du début, milieu des années 2000, c'est complètement ta mon DA. délire, ouais. C'est vraiment mon délire et c'est ce que j'adore dans ce film, c'est que je retrouve toute cette bande d'acteurs. Greg Mottola, il a également réalisé Super Grave. Et on retrouve... alors, il y a des nouveaux venus, notamment Ryan Reynolds. Il n'a pas trop l'habitude de faire partie de cette team. Mais sinon, les acteurs, c'est ceux qu'on revoit beaucoup dans ce genre de comédie américaine que moi, j'adore. Il y a notamment... je ne me rappelle plus comment il s'appelle dans le film, mais l'acteur, c'est Martin Starr, qui était dans Freaks and Geeks et qui était mon personnage préféré. Enfin, voilà, Et dans Silicon Valley, qui est un super acteur. Voilà, on les voit tous grandir comme ça dans la caméra et moi j'adore et pour moi c'est ça la sensation de l'été, c'est de retrouver c'est beaucoup des mecs hein, mais tous ces mecs dans ces films un peu cons. Je trouve qu'Adventureland n'est pas aussi, c'est moins drôle et c'est moins con. Mais En fait, c'est justement, moi, quand tu l'as conseillé en disant Greg Mottola, je dis ok, c'est le réalisateur de Super Grave, qui est une de mes comédies préférées par ailleurs aussi. Et en fait, je dis bon, ça va Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc on est dans un truc beau. Enfin, je me disais, ça va être super potache, hyper con. C'est pas du tout ça. Non, après c'est Jesse Eisenberg qui fait le rôle principal, donc il est un peu moins estampillé acteur de comédie, donc on s'attend T'aurais pu t'attendre à un truc beaucoup plus débridé. Ouais. Mais en fait, c'est un film très lancinant, très un peu parce qu'on a parlé dans je ne sais pas quel épisode, parce que je sais pas dans quelle heure ça va être diffusé, mais de Lost in Translation. Mais un truc un peu plus du domaine de l'errance. Il y a un truc comme ça, un truc très mélancolique, très doux. Et le film se passe dans les années 80. Et en le voyant, je me suis fait la réflexion qu'en fait, quand les gens ont fait ce film, ils
ils étaient à peu près aussi éloignés des années 80 que nous sommes aujourd'hui éloignés des années 2000. C'est rude, hein, parce qu'il a vraiment une DA très vintage et tout en plus. Très vintage et en même temps pas fétichiste des années 80. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est-à-dire que en fait on est on est à peu près 6 ans, 7 ans avant Stranger Things quand le film est tourné. Et tu sens qu'en fait, pour les gens qui font ce film, les années 80, c'est un truc très concret qu'ils ont vécu. Ouais. Et donc en fait, c'est pas idéalisé, c'est pas nul, c'est juste en fait des gens qui s'habillaient un peu différemment, qui avaient un peu des téléphones plus gros et des voitures moches. Voilà, c'est globalement ça. Et du coup, elles sont belles nos voitures aujourd'hui. Et on a des Cybertruck, mec. Et du coup, il y a des et du coup, il y a des trucs vraiment très... En fait, je vous dis, pendant toute une partie du film, je dis, ça ne se passe pas dans les années 80. J'avais même pas percuté en voyant Reagan à la télé dans le film. Ah oui, ça Reagan, toujours lui. Ça se passe dans les années 80. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fait par quelqu'un qui a vraiment vécu les années 80 et qui peut vraiment t'expliquer à quel point c'était juste normal, aussi nul qu'aujourd'hui, pas mieux, pas pire, mais voilà. Oui, Rita. Ce que je trouve très rigolo par rapport à la perception de quelle époque et quelle période on est, est-ce que vous saviez que dans ce film, ils n'ont pas du tout tourné en été, mais en hiver, et vu que c'était à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qu'est-ce qu'il y avait ? De la neige. Eh ben oui. Et du coup, ils ont dû cacher beaucoup de neige sur le tournage. Et les acteurs ont été payés. Il y a eu des extras qui ont été payés pour se mettre dehors pour cacher les fenêtres. Pour pas qu'on voit qu'il y avait de la neige. Attendez, mais ils sont en t-shirt toute la journée. Je trouve que l'atmosphère estivale est bien retranscrite. Et en vrai, je trouve ça assez dingue. Et de la même manière, Kristen Wiig et Bill Hader, qui n'ont pas des rôles principaux ou quoi, mais qui sont quand même présents, ils ont été sur le tournage seulement 4 jours. Parce qu'ils devaient retourner à SNL à ce moment-là. Saturday Night Live pour les intimes. Félix, toi, c'est un film que tu as découvert il y a quelques jours aussi, je pense, pour la préparation de cette émission. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce choix ? Moi, ça m'a surpris aussi parce que pareil, j'aime beaucoup Supergrave et je m'attendais à un truc un peu dans cette lignée et pas du tout. Moi, la tonalité, elle m'a vraiment un peu surpris parce que j'ai eu beaucoup de mal à me placer en fait par rapport au film. J'arrivais pas à savoir s'il fallait que je rigole ou si justement il fallait que je sois un peu mélancolique. C'est un film qui est aussi tout le temps entre les deux, quoi. Et puis on reviendra plus tard sur des sujets qu'il aborde, mais oui. Non, mais complètement. Et c'est vrai que même en termes de relation de personnages, c'est pareil. En fait, ça m'a un peu surpris moi, il y a quelques trucs que je trouve un tout petit peu datés, mais je pense qu'on va en reparler. Le truc par contre que j'ai trouvé assez enthousiasmant, c'est parce que c'est quand même des mecs qui ont beaucoup l'habitude de faire effectivement des films sur la masculinité et de remettre un peu en question des trucs, et Supergrave, c'est complètement ça. Là, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la dynamique entre Jesse Eisenberg et Ryan Reynolds, justement, que je trouve très moderne pour le coup, et assez peu illustré en fait au cinéma, de comment tu peux te faire un peu embrigader par un mec plus âgé que toi et comment il y a un espèce de rapport de force un peu tacite qui justement s'installe entre les deux. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, et je sais pas toi à quel point est-ce que c'est plutôt les personnages justement masculins, est-ce que c'est Jesse Eisenberg qui touche, est-ce qu'au contraire c'est les personnages féminins et c'est Kristen Stewart ou justement l'autre qui joue l'espèce de... Lisa P. Ouais, Lisa P qui est... Oui, on va en parler de ça parce qu'effectivement je suis d'accord avec toi que Ryan Reynolds, qui est là pour, à la base on pense, jouer le beau gosse du parc un peu plus âgé et tout, et qui est médiocre, quoi, qui est vraiment médiocre. Bill Murray avec 20 ans de exactement. Moi je trouve ce personnage génial, c'est que je dis, en fait il est beaucoup plus nuancé, il raconte beaucoup plus de choses effectivement sur la masculinité que ce qu'on pense, et il a un rôle finalement très, il est pas là très souvent, mais il a un rôle très important parce qu'il a un lien avec tous les personnages, et bref. Moi je l'ai revu tout à l'heure parce qu'il n'était pas très frais dans ma tête, et dans mes souvenirs il y avait beaucoup plus d'éléments de comédie aussi, donc ça j'étais assez surprise. En fait c'est un truc, mais c'est aussi pour ça que c'est un peu l'été pour moi, c'est qu'il te met dans une espèce de d'atmosphère un peu t'es à la fois un peu, tu pourrais être un peu nostalgique de cette, pas cette période parce que je sais pas quand on est dans les années 80, mais de ce truc l'été, job d'été, tout ça, et en même temps non, parce qu'en fait c'était pas toujours des super périodes aussi. Je trouve qu'il arrive à créer ce truc assez fluctuant, et j'aime bien. Par contre effectivement ce qui a assez mal vieilli, c'est les personnages féminins, quand on est quand même dans des archétypes. Donc il y a le personnage féminin principal, c'est donc Kristen Stewart. Et il y a cette fameuse Lisa P qui est en gros le stéréotype de la pain beige cato, mais très aguicheuse, quoi, qu'on a beaucoup vu dans les teen movies américains. Et Kristen Stewart, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'elle rentre pas tout à fait dans le stéréotype de la manic pixie dream girl, parce qu'elle a pas ce côté déluré. C'est Kristen Stewart, quoi. Donc elle est très
calme et secrète et mystérieuse, mais n'empêche qu'elle coche un peu toutes les cases de la cool girl où on sait pas grand chose d'elle, on sait pas grand chose de son intériorité, juste elle est cool, elle est belle, elle a de la thune, donc qu'elle bosse au parc ou pas, c'est pas grave, elle pourra aller faire ses études à New York. Elle fume des joints. De mec compliqué parce que papa maman. Voilà, et ses parents sont divorcés, non, sa mère est morte et du coup ça explique son côté un peu noir, quoi. Et ça, bon, ça m'a un peu, je trouve qu'en termes d'écriture de personnages féminins, c'est pas très réussi, mais même si le sien, je trouvais plutôt bien écrit et intéressant. Enfin, je le trouve moins. En fait, je trouve qu'il va moins là où on l'attend. Oui. Que potentiellement Lisa P qui est vraiment là aussi pour mais parce qu'elle a les secondaires, mais en fait je trouve que c'est presque un personnage, tu sens qu'ils ont voulu l'écrire presque comme un personnage masculin en fait, et c'est ça. Mais c'est un peu l'archétype de la cool girl justement, souvent elles ont ces attributs un peu masculins, mais elles sont quand même très belles et très cool et machin. Je pense qu'en fait ça part d'une bonne intention, mais que malheureusement ils se prennent un tout petit peu les pieds dans le tapis. Dans tous les cas, écrire une rom-com avec un personnage, pas une rom-com, mais un personnage féminin qui est voulu comme elle est pas chiante, c'est jamais un bon démarrage d'écriture parce que écrire quelqu'un, déjà ça fait qu'elle est pas complexe, et que même dans une comédie où c'est pas très important qu'elle le soit pas, c'est toujours un peu un pas de côté risqué de dire non mais elle est cool, elle est chill, c'est comme un mec. Mais je trouve après c'est pas complètement, c'est plutôt genre qu'elle a un rapport, et notamment à la sexualité, qui justement est un peu plus trouble, qui est des attributs qu'on rattache plus souvent à des personnages masculins. Mais parce qu'en fait la plupart des personnages masculins sont vierges dans le film, c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que c'est tous des puceaux, ils sont là genre et du coup enfin bref, son personnage a aussi cette maturité là, et ce qui est intéressant, c'est que je suis d'accord, je vois ce que tu dis, mais je trouve qu'en fait justement elle a pas du tout les attributs physiques de la cool girl, c'est qu'en fait elle est assez, tu vois, elle est quand même toujours bien un peu en mode sombre, enfin il y a pas non plus un truc d'évidence, je trouve, d'héroïne de comédie romantique où tu te dis tiens ça elle est pas hyper apprêtée et du coup mais elle reste quand même magnifique, même pas apprêtée. Non mais je crois que ça reste dans un canevas, dans un cliché un peu de ce genre de film, mais aussi c'est un film où tu parlais que c'était avant d'aller à l'université, mais c'est en fait c'est des personnages qui sont plus âgés que ça. Il a déjà fini ses études. Il va faire son post-grad. Son master, Donc c'est là aussi que le film est assez intéressant, c'est que Super Grave, c'est vraiment les ados boutonneux qui pensent qu'au cul. Et là, je trouve que il décrit cette période un peu étrange de c'est des gens qui ont plus de 18 ans, donc qui sont majeurs, adultes et vaccinés, qui rentrent dans le monde adulte, qui n'ont pas encore du tout l'expérience d'un adulte, et du coup c'est un peu naze. C'est-à-dire que c'est vraiment ils sont en début de vingtaine, ils ont plus ou moins accompli des trucs, puisque visiblement le mec a quand même un diplôme en poche, mais il peut rien en faire, c'est un peu de la merde, et du coup tout est un peu naze, et je trouve que c'est ce sentiment. D'ailleurs le personnage de, tu vois, je me rappelle plus comment il s'appelle. T'as une licence de sociologie en poche et c'est nul. Il y en a un qui a une licence de littérature russe, un truc comme ça, et la meuf lui dit c'est super, qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Il dit je peux être chauffeur de taxi, chauffeur de taxi, je sais pas quoi, genre toutes les opportunités. C'est très millénial. En fait c'est très cette période là où en fait il fallait pas être un vendu, il fallait vraiment suivre tes rêves ou étudier quelque chose d'intéressant, et qu'après en fait tu sortais et il y a eu genre la crise financière / juste le début de la fin du monde presque, et on leur a dit en fait maintenant il va falloir faire get real et avoir un vrai métier, quoi. Mais qui a un lien aussi hyper intéressant avec le père de Jesse Eisenberg, qui une des raisons pour lesquelles il doit rester faire son job d'été, c'est qu'en fait son père perd son travail. On n'explique pas trop pourquoi ni comment. Mais globalement, c'est la crise financière. C'est globalement, voilà. Ça correspond un peu en termes de dette. Ça, c'est cool. Hein. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment ces parents qui sont là, qui disent tu te débrouilles, mon coco. Oui, c'est la fin de l'innocence. Et c'est hyper dur, en fait. Je trouve que c'est une violence. C'est ton de la comédie, mais ça s'ouvre là-dessus. On lui annonce que, non, ton voyage en Europe, tu vas pas le faire, et tu vas travailler, et on va pas te pouvoir payer ton appart à New York. Mais il y a rupture. Comment ? Et il y a une rupture aussi. Elle arrive après la rupture, mais ah oui non, oui, ça s'ouvre sur une rupture, tout comme dans The Social Network d'ailleurs. Oui. Après ça, on c'est un peu la même scène. On l'évacue assez vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est d'une violence. Enfin, c'est ça qui fait que le film est une comédie, mais pas tout à fait quand même, parce que c'est super violent ce qui lui arrive. Ça spoil rien parce que c'est pas un point d'intrigue du film. Mais à un moment, Jesse Eisenberg prend la voiture de son père. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça, et avec son pote machin, et c'est une bouteille de whisky. Son pote dit putain c'est cool, t'as du whisky. Il fait c'est pas à moi, c'est à mon père, quoi. Et du coup tu comprends que le père en fait il passe ses soirées dans sa bagnole à s'enfiler des bouteilles de Sky, et tu dis mais c'est d'une tristesse, et tu dis mais voilà.
Donc ça rajoute aussi à ce truc très noir et très mélancolique du film. Je voulais noter aussi que le film n'a pas été tourné dans le vrai Adventureland où a bossé le réalisateur, parce que c'est un peu inspiré de sa vie. Il a en fait été voir, mais le parc avait entre-temps été rénové, il était beaucoup plus stylé que comment il était pendant qu'il y a bossé. Du coup, ils ont cherché un autre parc où tourner, et même celui-là, il n'était pas dingo, et donc en fait, il était trop bien pour eux. Donc en fait, ils ont fait beaucoup à la déco de modifications pour que ça ait l'air plus foireux cassé que la réalité. Il y a une scène où on lui fait visiter le parc justement et tout l'espèce de tricks pour faire que en fait c'est tout pourri et que personne ne va jamais rien gagner. C'est trop marrant. Mais je suis assez d'accord moi avec le constat de Guillaume Braque qui trouve que c'est un exemple d'écriture pour les personnages secondaires parce que je trouve que c'est toute une bande et on en sait quand même beaucoup. Je trouve. On en sait juste assez. Voilà. C'est ça qui est assez brillant. C'est pas psychologisant, mais tu comprends qui sont ces gens. Ouais, notamment le mec avec qui il devient pote là, interprété par Martin Starr. Starr, c'est un photographe qui a une expo à Paris il y a pas longtemps. Je pense que c'est pour ça que t'as ça en tête. C'est peut-être ça. Lui, c'est clairement le bon pote à côté, mais je trouve qu'il a des petites phrases qui racontent tout sur lui. Et pareil, c'est un personnage assez triste quand même. Et ils sont assez bien écrits, je trouve. Une des raisons pour lesquelles la meuf veut pas sortir avec lui, c'est qu'il est juif. Cette scène-là, elle arrive et t'es là genre, c'est hardcore. Et le mec fait, ok. Enfin, il y a un truc où genre, les personnages ont des espèces de réactions qui en fait sont assez réalistes, je pense. Et c'est ça où tu dis, on parlait de ça il y a un instant parce que vous l'avez peut-être écouté ou pas encore écouté, mais on parlait de ça dans Lost in Translation, de l'absence de conflit. Et du coup, il y a ce réalisme aussi là de relation entre les gens, qui est que souvent dans la vraie vie, tu réagis pas de manière comme dans les films où du coup tu vas éclater, dire tes 4 vérités à la personne dans un grand monologue, dans une grande tirade. Parfois c'est juste nul. Et en fait je trouve ce moment où ce personnage là va voir la fille avec laquelle il a eu un peu une touche la veille et qui était hyper genre trop bien, tu étudies la littérature russe, et le mec tout mignon vient lui apporter son livre préféré de Gogol et la meuf elle a dessoulé clairement. Elle est en mode genre en fait non, je peux pas sortir avec toi parce que mes parents sont catho tradis et que t'es juif, et que le mec dit ok, mais je suis même pas vraiment juif. Et le livre il est quand même bien. Mais le livre il est bien, et il lui donne le livre, et je trouve que c'est en fait à la fois moi c'est un truc qui m'a à la fois me fait super rire et en même temps qui m'a bouleversé parce que c'est un truc où tu la violence des trucs qui se jouent dans cette séquence. Et en effet il fait hyper bien exister ces personnages là avec très peu de choses, et donc c'est un film qui est brillamment écrit, qui est en effet une leçon d'écriture, je pense, pour ça aussi. Et même en termes de décor, c'est vrai que ce côté la fête foraine, c'est un peu un espèce de cliché du cinéma américain, ils adorent faire des films là-dessus. En même temps c'est tellement un décor de fou. Mais jouer sur ce côté rétro, vintage, cool, alors que là c'est pas ça. Et de réussir aussi à mettre en abîme quand même l'état intime des personnages qui sont des personnages en fin qui disent un peu adieu à leur enfance, qui rentrent dans le monde adulte, et tu sens que c'est leur espèce de vie qui devient un peu médiocre, et d'avoir tout ce décorum justement en fait, très enfantin qui se pète la gueule. Je trouve qu'il y a une vraie utilisation de l'espace qui est hyper intéressante et qui crée aussi une ambiance qui fait pas juste gimmicky en fait, comme dans certains autres films que j'ai pu voir qui se passent là-dedans, quoi. Et moi je trouve ça assez dingue parce que le budget du film c'est 10 millions. C'est vraiment un film indépendant. Mais malgré ça, ils ont eu le temps et l'argent, en tout cas, les moyens je pense que personne n'a été bien payé, mais pour pouvoir reconstituer cet Adventureland. Et puis alors, ils ont aussi. Après, ça se passe dans un seul endroit, il y a assez peu de décors. Ils ont payé les droits de 41 chansons pour le film, pour en utiliser que 14. Et la BO, elle est. Et en fait, il y a 14 chansons qui sont pour la plupart des chansons des années 80, vous aurez reconnu, mais aussi quelques-unes des années 60-70 pour le kiff, pour le fun. Mais 41 chansons en clearance de droits musicaux pour un film. Je pense que c'est la moitié du budget du film. C'est pour ça, et je trouve ça assez dingue. Et ça m'a rappelé Frances Ha, qui est un autre bijou du cinéma indépendant de cette période-là, de Noah Baumbach. Et ben dans ce film, la moitié du budget du film, et là c'est littéral, c'est pour une scène où on entend Modern Love de David Bowie. Une chanson a coûté la moitié du budget du film. Et n'empêche que il faut avoir la vision, connaît cette scène, et c'est ce qui reste du film. Totalement, mais il fallait avoir la vision, et il fallait convaincre ton producteur. On aurait dû demander à Léo Scarax, il y a peut-être des plans. Et donc c'est un film assez inconnu, donc c'est cool, je trouve, de l'avoir aussi mis sur le radar, parce que moi en effet c'est un film qui moi m'était complètement passé à côté, et que je pense que j'aurais pu aussi regarder dans la phase où je regardais beaucoup ce genre de film, en fait, où j'ai pas du tout eu le parce qu'il est il est un petit peu différent des autres, et il est un peu à part, et c'est pour ça que je l'aime bien. Mais j'avais des souvenirs assez flous parce que j'étais persuadée qu'il y avait Sam Rockwell dans le film. Je pense qu'il doit être dans une autre comédie que j'adore. Je pense que tu te souvenais de Ryan Reynolds ? Non, je me souvenais pas de Ryan Reynolds. Est-ce que peut-être t'as confondu les deux ? Non, je pense pas. Je vois en fait le film avec lequel je confonds avec Sam Rockwell. L'affiche, c'est une piscine et il y a quelqu'un qui est sous l'eau, et c'est une affiche jaune et bleue, et ça doit être un teen movie de estival aussi. Ça, c'est Certains l'aiment chauve avec Jérôme Adams.
Eh bien, merci beaucoup Manon de nous avoir fait découvrir Adventureland. On vous conseille de le regarder parce qu'en effet, c'est un film qui se regarde très bien un soir d'été quand il fait trop chaud dehors ou un matin, enfin je sais pas. Avec des amis, ouais. Quand vous regardez vos films l'été, je sais pas, je suis pas avec vous en ce moment. Mais voilà. Je peux si jamais vous cherchez des potes. C'est le mec. Moi voilà, je fais rien du tout pendant ces vacances. J'ai pas d'amis, j'ai pas de vacances. Ma vie elle est triste et je bosse moi-même à Adventureland. Voilà, bon il y a des sales histoires d'animaux marins maltraités, mais bon c'est pour un autre débat. Et bonnes vacances à vous. Bonnes vacances.